Bon après-midi à tous et bienvenue à ce deuxième panel de ce troisième édition du Salon RSE des initiatives pour le développement durable. Comme on vient de vous l'annoncer tout à l'heure, donc le thème que nous allons traiter cet après-midi s'intitule « Risques liés au manquement à l'éthique et aux exigences de bonne gouvernance » et qui sera présenté du point de vue des autorités nationales et des institutions internationales et aussi des experts dans le domaine de la RSE. Donc pour traiter ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer les panélistes qui vont pouvoir partager leurs expériences et leurs opinions sur ce thème. Donc à ma droite, nous avons M. Tir Azafmadi, qui est juriste, spécialiste en anticorruption et conseiller technique au Bureau indépendant anticorruption. Ensuite, à ma gauche, nous avons M. Rakout Manzak, qui est expert en RSE, qui a été certifié en Competitiveness and CSR par la World Bank Institute et qui a été aussi lauréat du concours d'articles ISO 26000 organisé par ISO. Ensuite, nous avons Mme Mira Naranarvel, qui est spécialiste du secteur privé à l'UNICEF Madagascar. Donc, on a déjà un peu beaucoup soulevé la question par rapport à la gouvernance d'entreprise et le lien entre l'éthique, la transparence et la redevabilité envers les parties prenantes ce matin, pendant les différents discours, mais aussi pendant la première conférence. Parler de gouvernance d'entreprise, donc ça implique beaucoup de considérer les attentes et les intérêts des parties prenantes, mais aussi leurs opinions dans la manière dont l'entreprise va gouverner ses affaires et aussi comment donc il va mettre en place son modèle économique. Je pense aussi qu'on a beaucoup constaté que le monde aujourd'hui a beaucoup évolué, que ces attentes sont de plus en plus importantes et que nous maintenant, les consommateurs, la société civile, demandent beaucoup de redevabilité envers la société. Ce qui fait donc qu'un manquement à l'éthique ou aux exigences de bonne gouvernance pourrait nuire à l'entreprise et à la durabilité de celle-ci. Donc pour cela, je voudrais demander notre premier panéliste qui va nous mettre dans le contexte de Madagascar. Donc, qu'est-ce que l'on appelle manquement à l'éthique? C'est quoi l'intégrité institutionnelle? Et quelles sont les exigences en termes de législation nationale? Mais aussi, je voudrais lui demander de nous présenter les cas de manquement à l'éthique et les sanctions qui pourraient éventuellement donc, survenir dans le cadre de ces manquements. Monsieur Azafmadi, je vous donne la parole pour la première présentation. La lutte contre la corruption à Madagascar, dans le secteur privé et de l'entrepreneuriat en général, ainsi que du RSE, est assez inhabituelle et, je dirais, assez innovant. Donc, je tiens d'ores et déjà à remercier les organisateurs de ce salon pour nous avoir associés donc le Bianco à cette belle et très bonne initiative. Pour tâcher de répondre en même temps aux exigences d'information et d'interaction entre la lutte contre la corruption et la RSE, notamment concernant les risques liés au manquement à l'éthique, mon intervention se déroulera suivant le plan de présentation ci-après. Nous verrons ainsi successivement le cadre juridique national et international de la lutte contre la corruption. Ensuite, nous verrons le cadre institutionnel malgache de la lutte contre la corruption, qui sera suivi par le lien entre RSE et la lutte contre la corruption dans le secteur privé. Nous verrons aussi les différentes manifestations de la corruption au sein du secteur privé. Et enfin, nous aborderons la question des risques et des sanctions en matière de corruption dans le secteur privé. Ainsi, quand on parle de référence juridique internationale, il faut savoir que Madagascar n'est pas le seul pays au monde qui a problème grave de corruption. Nous sommes parmi les 183 pays au monde qui ont ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Et nous sommes également parmi les pays qui ont ratifié la Convention de l'Union africaine pour la prévention de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et enfin, nous avons signé le protocole de la SADC contre la corruption. Que cela veut-il dire? C'est-à-dire que le pays que nous sommes, nous ne pouvons pas seuls réfléchir de
résoudre la corruption sur la scène internationale, c'est-à-dire que nous avons des directives que nous avons déjà adhérées par rapport à tous ces textes et toutes ces conventions internationales que nous avons ratifiées. Ensuite, nous avons également des références juridiques nationales. Parmi les références juridiques nationales, on peut parler en premier lieu de la loi 2016-020, qui est donc le texte de référence de la lutte contre la corruption à Madagascar. Pourquoi? Parce que c'est cette loi-là qui définit quelles sont les entités responsables de mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la corruption. C'est cette loi-là également qui dispose de toutes les dispositions qu'on doit mettre en œuvre dans cette mise en œuvre-là, notamment des dispositions sur la prévention, l'éducation et l'application de la loi. Nous verrons dans cette loi-là, par exemple, toutes les infractions de corruption qui sont en une bonne trentaine, et nous pourrons voir aussi dans cette présentation que je fais ce jour quelques exemples relatifs donc à la manifestation de cette corruption dans le secteur privé. Ensuite, on a la loi 2016-021. Cette loi-là a mis en place le pôle anticorruption qui, comme vous le savez, est la juridiction indépendante spécialisée en matière d'anticorruption. Pourquoi une nouvelle juridiction anticorruption? Parce que l'ancienne juridiction n'a pas fait ses preuves. Comme la plupart d'entre nous, on a pu constater les défaillances de l'ancienne chaîne pénale anticorruption et les insuffisances, et on a réfléchi par rapport à ces insuffisances-là, notamment en dotant cette nouvelle institution juridictionnelle d'une plus grande indépendance d'action et de plus grande marge de manœuvre pour enfin condamner les corrompus à Madagascar. Ensuite, on a la loi 2004-020 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux qui fait partie donc de la lutte contre la corruption, parce que nous verrons tout à l'heure que les entités de mise en œuvre de la stratégie sont au nombre de 5. C'est pour ça qu'il y a 5 références juridiques nationales. Les 5 entités donc sont mises en place par ces textes-là qui mettent en place donc non seulement leur existence juridique, mais aussi qui détaillent leur mission. Et nous verrons aussi le comité pour la sauvegarde de l'intégrité qui est spécialisé en bonne gouvernance au sein de l'administration. Et enfin, on voit ici la loi sur le recouvrement des avoirs qui, comme vous le savez aussi, est encore en cours d'adoption et que nos chers parlementaires hésitent, sinon refusent d'adopter pour des raisons qui sont les leurs. Maintenant, je vais vous présenter quelles sont les entités, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, responsables de la lutte contre la corruption à Madagascar, le cadre institutionnel donc. Il y a, comme je vous ai dit, le CSI, le Bianco, le pôle anticorruption, le SAMFI et l'agence de recouvrement des avoirs illicites. Pourquoi l'agence de recouvrement illicite? Recouvrement des avoirs illicites. Parce que longtemps on a pensé que la lutte contre la corruption, c'est poursuivre les corrompus et les enfermer en prison. Alors que la lutte contre la corruption doit servir à la société, doit profiter au plus grand nombre. Pour comment arriver à cela? Il faut donc que tous les produits de la corruption, tous les avoirs illicites, puissent être restitués dans les caisses de l'État. Donc, si par exemple, on a arrêté une opératrice ou un ministre, l'objectif, ce n'est pas de mettre la personne en prison seulement, mais surtout de recouvrer tous les avoirs qui ont été détournés, qui ont été donc volés au détriment de l'intérêt général. Et c'est pour ça que cette loi qui est bloquée actuellement auprès de l'Assemblée nationale est très déterminante pour la continuité de la lutte contre la corruption à Madagascar, parce qu'elle nous permet de rentabiliser la lutte contre la corruption par le recouvrement de tous ces avoirs. Et ici, quand on parle de boîte rose, de Panama Papers et tout ça, la solution, c'est de restituer, de recouvrer tous ces avoirs pour qu'on puisse faire du développement avec à Madagascar. Il est très important aussi de noter que, malgré l'existence de ce cadre institutionnel, la lutte contre la corruption nous concerne tous. Et que, souvent, les gens, quand on entend qui doit lutter contre la corruption, quand on voit la corruption dans la rue, quand on voit des policiers qui prennent de l'argent, les taxis et tout, on pense directement Bianco. Alors que
c'est tout un chacun de lutter contre la corruption. Chacun peut apporter sa part de prix dans cette lutte contre la corruption. C'est pour ça que nous insistons tout le temps que c'est chaque citoyen malgache d'abord de prendre cette lutte à bras-le-corps. Ensuite, le gouvernement et toutes les institutions, puisqu'ils sont là pour ça, mais pas pour le contraire, et les organes de contrôle, évidemment, ainsi que les partis politiques et, très important, le secteur privé. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter quelques typologies de la corruption à Madagascar. On peut distinguer 3 grandes formes de corruption à Madagascar. La première forme, c'est la petite corruption. Qu'est-ce que c'est la petite corruption? C'est la corruption de tous les jours qui gangrène notre pays et que l'on peut rencontrer surtout et partout dans les services publics. C'est une forme de corruption de survie qui est souvent justifiée, à tort ou à raison, par le faible taux de salaire des agents de l'État. Elle se distingue également par le faible montant utilisé. Elle peut être due également par la peur ou l'ignorance des procédures au sein des services de l'administration. Les secteurs les plus touchés par cette forme de corruption sont ceux en lien directement avec les citoyens, avec le public, comme la santé, l'éducation, la sécurité, la justice. Deuxièmement, il y a la grande corruption. Cette forme de corruption-là concerne en revanche ce que nous appelons souvent les gros poissons. Les secteurs les plus touchés par cette forme de corruption sont ceux des hauts responsables de l'administration et du secteur privé, comme la justice, les douanes, les impôts, les grandes sociétés, etc. On la rencontre dans les grands contrats, souvent sous forme de rétrocommission. Les enjeux économiques de cette forme de corruption sont très importantes en termes financiers. Mais cette corruption concerne également les cas de népotisme, de favoritisme au sein de l'administration. On classe également dans cette rubrique de grande corruption les formes de dilapidation, gaspillage des deniers publics en tout genre, les détournements de plusieurs milliards commis par des ministres. Ça, c'est de la grande corruption. Les affaires Pandore, ça, c'est la grande corruption. Enfin, il y a ce que nous appelons pillage politique institutionnalisé. C'est un sujet assez délicat maintenant qu'on est en veille d'élection, mais c'est un sujet qu'il faut quand même aborder. Et nous pensons que d'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est délicat qu'il ne faut pas en parler, parce que la corruption a toujours été et est restée longtemps un sujet tabou dans notre pays. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que maintenant qu'on en parle, c'est maintenant qu'elle existe. Et bien c'est faux. C'est une forme de corruption que les experts aussi appellent capture de l'État. Donc là, il s'agit vraiment de acheter le pays par la corruption. Comment cela se manifeste-t-il? Il y a l'implication nécessairement de grands politiciens ou de dirigeants de premier plan. Elle se traduit par l'accaparement des ressources naturelles. Les préjudices et les enjeux de cette forme de corruption sont colossaux et elles revêtent souvent une forme transnationale, ne serait-ce que pour dissimuler les produits de ces crimes. Les secteurs concernés par cette forme de corruption sont les secteurs forestiers, miniers, énergétiques et aussi les marchés publics. On peut aussi la rencontrer dans le financement des partis politiques. Maintenant, on va voir l'estimation des préjudices de la corruption en Afrique. Nous avons 148 milliards de dollars de dommages par an à cause de la corruption. Et, s'il vous plaît, le slide suivant, s'il vous plaît. Et nous avons 23 milliards d'aides au développement pour l'Afrique. Vous voyez la différence entre l'argent que nous demandons et l'argent que nous gaspillons et jetons à cause de la corruption. Parlons maintenant de RSE. Les entreprises et le secteur privé sont indéniablement les moteurs de l'économie et les leviers du développement. La lutte contre la corruption est la prise de responsabilité par excellence des entreprises pour le bien commun, l'intérêt général et le développement harmonieux du pays. Les acteurs du secteur privé sont et doivent être des acteurs incontournables de la lutte contre la corruption. Si on parle de la lutte contre la corruption et du secteur privé, le secteur privé, il faut le noter, vous avez la stratégie nationale de lutte contre la corruption entre vos mains.
secteur privé fait partie des 9 secteurs prioritaires de la lutte contre la corruption. La corruption existe bel et bien dans le secteur privé. On peut rencontrer par exemple la problématique du partenariat public-privé. Jusqu'où est-ce que ce partenariat est légal et moral? Jusqu'où est-ce que c'est de la corruption, tout simplement? Donc, il y a plusieurs problématiques suscitées, soulevées par ce genre de partenariat à Madagascar. Néanmoins, ce genre de partenariat permet aussi le développement, surtout dans les grandes villes de Madagascar. Il y a aussi l'évasion fiscale. On a tous pu noter que beaucoup de nos opérateurs malgaches sont cités dans les Panama Papers, ont des comptes en Suisse et tout. Au-delà de ce qui peut être corruption, il y a de l'évasion fiscale, donc il y a un désintérêt pour le développement du pays. Donc, il y a, vous pourrez lire là, par le slide d'après que 46% des hommes d'affaires admettent recourir à la corruption pour une demande de licence d'activité à Madagascar. Donc, avant de commencer à entreprendre, on fait de la corruption. C'est des données de la Banque mondiale. Alors que dans toute l'Afrique subsaharienne, on a pu relever 19 seulement, 19,4%. Ensuite, on a d'autres données qui disent que 30,2% des entreprises interrogées à Madagascar ont reconnu la corruption comme une contrainte. Donc, si on fait la soustraction, il y a 16% des entreprises qui ont fait de la corruption sans avoir été contraints. Donc, ils ont fait, si on analyse juste assez rapidement ces chiffres-là, ce qui nous révèle qu'en fait, le problème de la corruption, c'est vraiment au centre de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est le risque, des risques au manquement liés à l'éthique. Maintenant, nous allons voir brièvement les différentes manifestations de la corruption dans le secteur privé. Nous pourrons revenir là-dessus avec plus de détails lors des séances de questions-réponses, mais nous allons juste passer ces exemples d'infractions qui sont prévues d'ailleurs dans la loi 2016-020 sur la lutte contre la corruption. Donc, il y a le détournement de biens privés, la concussion, l'exonération et franchise illégale, le favoritisme, conflit d'intérêts. Ces infractions-là concernent tout le secteur privé. Donc, pour que ce soit commis, constitué, il faut qu'une entreprise soit dedans pour que la justice puisse juger ces infractions-là. Ensuite, on a la corruption active, la corruption passive des dirigeants, actionnaires, employés des entreprises privées et membres des professions libérales. Les abus de biens sociaux également, ça fait partie, tel que c'est mentionné dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, des infractions de corruption. Donc c'est dans la loi 2016-020. Et on a aussi les cadeaux illicites que vous comprenez très bien, puisque le nom est le nom de l'infraction est assez évocateur. Enfin, nous allons voir les sanctions et les risques liés au manquement à l'éthique. D'une manière générale, l'éthique peut être définie comme la faculté de discernement entre le bien et le mal, ou encore l'ensemble des conceptions morales qui dictent nos actes. En matière de non-respect de l'éthique, quelles sont les sanctions? La sanction en matière de non-respect de l'éthique, c'est une sanction morale, c'est une sanction que je dirais réputationnelle. Donc, il n'y a pas de sanction pénale, puisqu'il s'agit donc de violation de concepts moraux. Donc, nous voyons par exemple, la Banque mondiale, par exemple, publie régulièrement ce qu'on appelle blacklist des sociétés qui ne respectent pas les conditions de la Banque mondiale par rapport à ces obligations liées au respect de l'éthique et à l'anticorruption. Donc, vous voyez en bas que, contrairement au respect de la déontologie qui est obligatoire et dont la violation fait l'objet de sanctions qui doit correspondre à l'incrimination préalablement mentionnée dans le code de déontologie, la sanction du non-respect de l'éthique n'est pas la même chose. Donc, enfin,
quelles sont les sanctions prévues par la loi pour les sociétés et pour les personnes qui ont fait de la corruption. Il faut savoir qu'à Madagascar, depuis 2016, les sociétés peuvent être punies, condamnées pour corruption. Et c'est une innovation. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas encore le cas. Pour les personnes physiques, ce qui a toujours été le cas, les sanctions sont prévisibles, donc des peines d'emprisonnement et d'amende assez courantes. Mais pour les personnes morales, on peut avoir comme sanction la suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale pour une période d'au moins 5 ans et n'excédant pas 20 ans. Et aussi peine d'amende de 50 millions d'arias à 1 milliard d'arias. Voilà les peines qui attendent donc les sociétés, les personnes morales qui font de la corruption. Ensuite, on a les peines accessoires, c'est l'interdiction totale d'exercer une quelconque fonction publique. Ça, évidemment, ça concerne les personnes physiques, mais pour les personnes morales, on a la publication de la décision définitive intégralement par extrait dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné, donc de la société condamnée pour corruption. Enfin, quelques contacts utiles pour que vous puissiez donc déposer une doléance ou encore approcher le Bianco pour des raisons que peut-être pour demander des renseignements ou autres. Je vous remercie pour votre attention. La lutte contre la corruption, c'est la responsabilité de tous. Donc il y a l'État qui est là, mais il y a le secteur privé, et puis il y a donc toute autre catégorie de parties prenantes et le grand public. Et j'espère que les informations qu'il nous a fournies aujourd'hui à travers les différentes références juridiques, qu'elles soient nationales ou internationales, nous permettent aujourd'hui d'avoir plus d'informations sur nos rôles et responsabilités en termes de lutte contre la corruption. Pour continuer, je pense qu'il est important de souligner que la corruption fait partie des manquements à l'éthique et de bonne gouvernance, mais ce n'est pas le seul. Donc pour continuer, je vais demander à M. Rakout Manzak de nous présenter, d'après ses expériences, d'après vos expériences, donc est-ce que vous pourriez nous parler des différents autres types de risques de manquement à l'éthique tout d'abord, et quels seraient les risques pour l'entreprise et pour la société en général? D'accord. Donc je vais surtout parler, je suis un économiste et je suis aussi du secteur privé, et dans ce sens, ce qui est important pour nous, c'est un peu la valorisation monétaire de tous ces risques-là. Mais d'abord, quels sont ces différents risques? En matière de risques sur le plan économique, un des grands problèmes, c'est comme ça a été annoncé tout à l'heure, c'est par exemple la corruption. S'il y a une corruption au niveau, par exemple, des douanes, sur lesquelles beaucoup d'opérateurs nationaux se plaignent, eh bien ça aboutit à une concurrence déloyale. Et c'est une des raisons pour lesquelles la volonté d'investir des Malgaches est un peu atténuée, si vous voulez, puisque les opérateurs nationaux ne se sentent pas protégés contre ce genre de risque. Si il y a des marchandises importées qui ne paient pas la douane et que les produits qui sont fabriqués localement sont pénalisés par des impôts, il est évident qu'il y a concurrence déloyale. Et donc, le problème, c'est le comportement éthique de ceux qui font ces corruptions et évidemment de ceux qui en bénéficient. Donc là, c'est juste un exemple. Donc ça a vraiment des impacts sur le développement industriel de Madagascar, le fait qu'il y ait par exemple ce genre d'opération qui n'est pas conforme aux éthiques. D'autres exemples, par exemple, au niveau des marchés publics. Au niveau des marchés publics, si il y a un lancement d'un marché de fourniture, par exemple, de bancs pour les écoles, et on sait combien d'écoles on doit construire tous les ans dans ce pays, les opérateurs qui ont un permis de coupe officiel et qui respectent les règles de coupe vont avoir
des coûts supplémentaires par rapport à ceux qui font des coupes illicites, puisque ce sont ces gens qui font des coupes illicites qui vont donc voler les ressources, les transporter la nuit et aussi donc pouvoir vendre après au niveau du marché public. Donc ce genre d'opération peut être évité en réclamant par exemple à ce que ceux qui fournissent les bancs pour l'administration de l'enseignement national présentent au moins d'où viennent ces bois qu'ils ont utilisés pour fabriquer les bancs. Et moi-même, j'ai effectué avec des collègues il y a quelques années, une dizaine d'années déjà, ou sinon plus, la possibilité de faire ce qu'on appelle la traçabilité des produits forestiers. Et croyez-moi, ce fut impossible de mettre en place une telle norme à Madagascar, tout simplement parce qu'il y a trop de points de fuite. Ça part de la délivrance des permis, ça part du transport des produits, les ventes de produits, les marchés publics, etc. Donc il est complètement impossible de mettre en place un système ou une norme sur la traçabilité des produits forestiers, par exemple. Donc ça, ce sont des impacts économiques, si vous voulez, que nous avons l'habitude, ou plus ou moins que nous connaissons. Le grand problème, c'est concernant le domaine de l'environnement et le domaine social. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, même nous les économistes, on appelle ça les externalités. Il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de bénéfices que nous prélevons de la nature, mais que nous prélevons gratuitement, pour lesquels on ne paye absolument rien. Et ceci nous conduit à exploiter de façon insensée les ressources naturelles, de rejeter dans la nature des déchets et également d'émettre, parce que ça c'est un grand problème au niveau mondial maintenant, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, sur le changement climatique. Donc je vais vous donner quelques exemples sur ce genre de problème. Notamment, je vais prendre peut-être l'exemple de la pêche, que je connais mieux, puisque je suis un économiste des pêches. Concernant par exemple les ressources halieutiques sur la pêche, donc, il fut un temps où Madagascar pêchait dans la nature pas moins de 10 000 tonnes de crevettes par an. Actuellement, c'est à peine si nous arrivons à 5 000 tonnes. Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu surexploitation des ressources, il y a eu mauvaise gestion de l'environnement, de l'habitat où vivent ces ressources, et donc maintenant on a perdu 5 000 tonnes. 5 000 tonnes, ça fait 5 millions de kilos, et si vous calculez que ça fait 10 $ le kilo, ça fait quand même une sacrée somme, ça vaut 5 milliards de dollars facilement. Et comment est-ce que cela se fait? Eh bien, il y a des délivrances de permis de pêche qui n'ont pas été bien étudiées par rapport aux capacités des ressources à se reproduire. Et donc on aboutit à ce que j'ai dit tout à l'heure, à une surexploitation. Et donc on délivre des permis de collecte, des permis de pêche, etc. Et qu'est-ce qui arrive après? Il y a trop de gens qui pêchent, il y a trop de gens qui collectent, et la production de la nature n'arrive plus à suivre, diminue, et risque même de disparaître. Donc voilà les risques. Et donc les entreprises, actuellement, il y a beaucoup d'entreprises de pêche. Après ce passage de 10 000 tonnes à 5 000 tonnes, il y a beaucoup d'entreprises de pêche qui sont fermées. Concernant par exemple les déchets aussi, que nous rejetons dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Il y a, après, dans les poissons que nous mangeons, par exemple, ce qu'on appelle des métaux lourds, comme le plomb, etc. Et donc, lorsque nous polluons la mer, eh bien, ça va se terminer dans notre assiette.
et donc ça va entraîner des maladies graves, etc. Et concernant les émissions de gaz à effet de serre, dont nous sommes tous responsables, je suis sûr que nous avons tous une empreinte en termes de carbone, eh bien, lorsque par exemple il y a un réchauffement au niveau planétaire et que les récifs coralliens subissent ce qu'on appelle les blanchiments, eh bien ça va provoquer la disparition aussi de certaines espèces qui dépendent de ces récifs, qui vont être victimes aussi de l'acidification, puisque lorsqu'il y a élévation de la température, eh bien la mer va s'acidifier et donc les récifs vont souffrir, si vous voulez, et donc cet habitat qui est tellement indispensable aux poissons, aux crevettes, aux crabes, etc., va souffrir, ne va plus avoir sa capacité de production, et voilà, ce sont des pertes énormes que les pêcheurs vont subir. Ce n'est pas seulement les gros pêcheurs, mais aussi les petits pêcheurs. Donc, il y a vraiment une relation tout à fait évidente. La valorisation monétaire de tout ça reste un peu compliquée, mais il y a non seulement ce qu'on appelle les fonctions d'approvisionnement de ces ressources naturelles qui vont être affectées, mais il y a également ce qu'on appelle les fonctions écosystémiques. Ça veut dire que ce sont des fonctions liées à l'habitat, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, mais il peut y avoir aussi d'autres fonctions, comme par exemple, avec la pollution, on risque de perdre, comme j'ai dit, les récifs, on risque de perdre les plages, et vous imaginez le genre de pertes que nous allons subir là-dessus. Donc il faut essayer de maîtriser tout ça. Le problème, c'est que avec le laisser-faire, je dirais, le laisser-aller, eh bien, moi personnellement, je ne suis pas convaincu, compte tenu des dispositions qui sont prises actuellement, que nous allons pouvoir arrêter cette détérioration de l'environnement. Peut-être pour terminer un peu, donc je vais passer au risque sur le plan social et sociétal. Lorsque l'entreprise n'arrive pas à bien identifier les attentes de ses partenaires, de ses parties prenantes, eh bien on risque souvent d'aboutir à des conflits. Vous avez certainement entendu parler qu'il y a des conflits, par exemple du côté dans le sud, sur des histoires liées à la délivrance de permis d'exploitation, alors que la population ne semble pas être d'accord sur tout ça. Donc, quand il y a ces conflits, il est évident que ça coûte très cher à l'investisseur, tout ça. Donc l'entreprise qui n'a pas bien négocié avec la communauté auprès de laquelle elle va travailler, risque de perdre beaucoup d'argent. Et vous avez certainement entendu parler de pertes et de dommages. Et lorsqu'on dit qu'il y a des pertes, c'est-à-dire dans ce genre de conflit, si jamais on casse les matériels, etc., en fait, ce n'est pas vraiment ça qui coûte cher. Ça, c'est ce qu'on appelle les dommages. Ce qui coûte cher, c'est la perte, c'est-à-dire l'impossibilité de mener les activités. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et sur le plan méthodologique maintenant, il y a ce qu'on appelle des comptes de pertes et profits environnementaux et sociaux. Ce sont encore des recherches qui se font au niveau international. On a essayé de commencer à sensibiliser un peu les gens là-dessus. Mais donc, dans ces comptes de pertes et profits environnementaux et sociaux, on évalue toutes les dépenses de prévention, toutes les dépenses de réparation que l'entreprise
doit faire. Et du point de vue positif, donc en termes de produits, ce sont toutes les pertes, par exemple les pertes dont je vous ai parlé là, qui sont évitées, qui sont considérées comme des produits de la société. Et donc quand on fait la balance, on s'aperçoit, est-ce que la balance est positive ou négative? En termes de méthodologie, donc, comme je suis aussi dans les histoires de normalisation, eh bien, concernant par exemple la corruption, nous avons avec l'ISO une norme qui est système de management anti-corruption, qui peut aider les entreprises et tous les organismes, même les services d'État, à lutter contre la corruption. Pourquoi est-ce que ces normes sont intéressantes? Elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de mesurer, avec des indicateurs très précis, l'évolution de la situation. Ce qui est un peu problématique avec la législation, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'indicateurs très précis. Et donc, lorsque une société ou un service met en place une norme, par exemple, sur la corruption, on ne sait pas exactement comment on va mesurer les efforts et les résultats de ces efforts de ces sociétés. Et c'est un peu dommage, mais j'aurais souhaité, puisque moi-même j'ai participé à la mise en place d'une norme d'incitation, donc de labellisation des organismes ici à Madagascar dans les années 2000. Malheureusement, je vois que ça n'apparaît plus dans la stratégie de lutte contre la corruption, mais ce sont donc des outils qui peuvent aider et inciter les organisations et les entreprises à adopter ces réputations, et même si ce sont des services publics, de bénéficier en contrepartie de certains avantages pour le personnel en termes de promotion, pour le service, en termes d'amélioration de leur budget. Et donc voilà, très brièvement, ce que disons, l'analyse de ces risques en termes de valorisation monétaire peuvent apporter dans l'amélioration du respect de l'éthique dans la gouvernance des entreprises et aussi de l'État. Merci. Je vous remercie, M. Rakout Mazak, de nous avoir lancé en quelques paragraphes, je dirais, ou plus, les différents risques éventuels encourus par une entreprise par rapport au manquement à l'éthique et à la bonne gouvernance. Si je peux résumer un peu, il nous a parlé des risques économiques, de la corruption aux différents niveaux de l'entreprise, notamment dans le cadre des marchés publics, mais aussi les risques environnementaux, par rapport à la gestion des déchets, aux émissions des rejets atmosphériques, ou par exemple quelque chose de vraiment qui a eu un impact majeur sur le secteur halieutique, c'est vraiment la disparition des espèces marines face à la surexploitation des ressources halieutiques à Madagascar. Ensuite, il nous a parlé aussi des risques sociaux et sociétaux, de manquement à l'éthique et aussi à la bonne gouvernance. Et au final, il nous a parlé de la norme de système de management anticorruption qui pourrait aider les entreprises à lutter contre la corruption dans leur chaîne de valeur. Pour terminer cette première partie, j'invite Madame Mire Naranarve à bien vouloir aussi nous parler des différentes démarches ou des outils qui existent actuellement ou qui sont utilisés au niveau de l'UNICEF, par exemple, en tant qu'organisation internationale, qui appuie le secteur privé dans l'intégration de l'éthique et de la bonne gouvernance dans la chaîne de valeur. Merci beaucoup. Merci, Mauricia. La plupart d'entre vous se demandent sûrement qu'est-ce que fait l'UNICEF sur la gouvernance. Depuis 2008, il y a eu une étude de la Commission européenne menée en termes de gouvernance. Et en 2011, cette étude a encore ressorti qu'un seul point d'amélioration
du niveau de bonne gouvernance et de niveau de corruption d'un pays pourrait augmenter le revenu par habitant de 300% sur le long terme, mais aussi de diminuer la mortalité infantile de 2/3. Et je confirme ce que disait notre collègue de Bianco tout à l'heure, la santé est un des zones, on va dire, des zones les plus impactées en termes de respect des droits de l'enfant par la corruption. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les institutions internationales prônent la bonne gouvernance et effectuent ou développent des outils pour appuyer pas seulement l'État. L'État, depuis un certain nombre de temps, a reçu l'appui des institutions pour cela, mais actuellement aussi le secteur privé, pour mettre en place l'éthique et la gouvernance nécessaires au respect des droits humains. De quoi on parle justement quand on dit bonne gouvernance, éthique au niveau d'une entreprise? Il s'agit donc de tout ce qui est normes, réglementations, des politiques, les comportements, mais l'objectif étant que les interactions sociales qui sont menées ou qui sont générées par le seul fait que l'entreprise existe soient justes et inclusives. Ça, c'est l'objectif. L'UNICEF a développé un outil dont la plupart des entreprises actuellement le connaissent déjà, ce qu'on appelle les principes directeurs sur les droits de l'enfant et les entreprises. On parle certes des droits de l'enfant, mais quand on regarde ces 10 principes, ça couvre la totalité de ce qu'une entreprise met en œuvre et utilise pour générer des résultats au niveau économique. Ces principes directeurs orientent ou appuient les entreprises pour que dans son milieu de travail, les réglementations nationales sont suivies, le travail des enfants sont bannis, le travail décent est promu et analysé. Ce matin, on parlait beaucoup de l'informalité, on parlait beaucoup du fait que la sécurité sociale ou la protection sociale est très faible par rapport au niveau d'informalité, et même quand les employés sont dans le secteur formel, il y en a encore qui ne jouissent pas du tout de ce qu'on appelle un travail décent avec des sécurités sociales, les sécurités socio-correspondantes. Il y a un deuxième volet qui est aussi dans ces principes, c'est le marché. Comment est-ce qu'une entreprise peut, à travers ses produits, ses services, respecter les droits humains et mettre en place les politiques et les comportements qui doivent suivre les normes et la législation en termes de marketing, de publicité, etc. Il y a un troisième volet où là, la RSE est beaucoup déployée, le volet de la communauté et les parties relatives à l'impact environnemental. Donc, juste en brassant comme ça, vous pouvez passer au niveau de notre stand si vous voulez avoir des détails sur ces principes, mais juste en brossant comme ça, les principes directeurs passent des parties prenantes internes de l'entreprise, de ses partenaires à travers son marché, mais aussi au niveau de la communauté. Pourquoi c'est peut-être, moi je parlerai peut-être plutôt d'opportunités, mais pas de risques. Bien sûr, quand il y a opportunité, il y a aussi des risques derrière, du fait de ne pas suivre les normes, les législations nationales. Depuis avril de cette année, une plateforme mondiale a vu le jour, on l'appelle l'Atlas, Atlas sur les droits de l'enfant et les entreprises. L'Atlas est une plateforme numérique publique qui ressorte le rang de chaque pays en termes de respect des droits de l'enfant par les entreprises. Là, on parle que des entreprises. Cet outil a été conçu sur la base de ces principes, mais cet outil, pour ceux qui peuvent peut-être se connecter tout de suite, vous pouvez regarder Atlas des droits de l'enfant. Cet outil va être vu par le monde en ce qui concerne l'entreprise et les droits de l'enfant. Les investisseurs qui veulent venir, les bailleurs qui veulent investir dans un domaine ou dans un autre, ou le simple citoyen qui a envie de savoir est-ce que les entreprises à Madagascar sont déjà dans cette démarche ou pas.
ils vont aller dans ce site, et dans ce site, ils vont voir le rang de Madagascar, les notations données à Madagascar et les perspectives, on va dire les perspectives d'évolution. C'est une opportunité parce que les entreprises à Madagascar font beaucoup de choses actuellement pour améliorer la situation et participer aux initiatives pour l'atteinte du développement durable. C'est aussi un risque parce que le niveau de respect de la législation nationale est très faible à Madagascar. L'Atlas est basé sur 3 indicateurs et c'est pour ça que ce n'est pas seulement les affaires des entreprises d'avoir une bonne visibilité pour notre pays. L'Atlas est jugé par rapport à l'existence des législations nationales relatives au secteur privé et aux droits de l'enfant. Madagascar est très bon là-dessus. On a presque toutes les législations qu'il faut pour que le respect des droits humains soit à la hauteur d'un pays développé. Malheureusement, dès qu'on entre dans le système de notation de l'application, on est très mauvais. Donc on a toutes les lois, mais on ne les applique pas. Et comme le disait Bianco tout à l'heure, certes, on est très bon pour développer les lois, encore faut-il les appliquer et que les sanctions soient appliquées d'une manière juste, équitable. Le troisième volet qui est noté dans cette plateforme numérique, c'est les résultats. Donc, c'est bien beau d'avoir les législations, encore s'ils sont appliqués, mais s'ils sont appliqués, mais ça ne produit aucun résultat, on n'aura pas aussi gagné le défi. Donc, les résultats attendus, c'est quoi? Les résultats attendus, tout d'abord, c'est que Madagascar, où les entreprises commencent à rapporter qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils font en matière de respect des droits humains, qu'est-ce qu'ils font en matière de bonne gouvernance. On a très peu de rapports de Madagascar qui sont disponibles au niveau international. Ça, c'est une chose. Les institutions internationales et les organisations comme la nôtre, on a aussi notre devoir de rapporter sur ces situations et bien sûr l'État, à travers les enquêtes nationaux, à travers les différentes évaluations de programmes, c'est à travers ça que le monde extérieur va voir le niveau d'avancement d'un pays par rapport à ses droits des enfants et des entreprises. Donc je vous invite vraiment à voir cet atlas, à vous familiariser avec ces principes directeurs, pas seulement le secteur privé, parce que les ministères aussi sont concernés par la mise en place de la bonne gouvernance d'entreprise et le citoyen lui-même, le consommateur, on a tous une responsabilité pour que ces législations, ces principes soient appliqués. Si le consommateur se fout pas mal, si l'entreprise produit un biscuit avarié ou du chocolat de bonne qualité, ça ne change pas les choses. Donc, chaque partie prenante a ses responsabilités et ces responsabilités partagées vont nous mener à de plus en plus d'images positives, de réputation et de l'entreprise, mais aussi du pays, si on veut vraiment que la croissance économique soit durable et inclusive. Donc, voilà. Merci. Nous remercions Myrne Renarvel de nous avoir présenté les différents outils et démarches qui existent, notamment au niveau de l'UNICEF, en fait, qui sont non seulement un outil pour accompagner les entreprises en termes de bonne gouvernance, mais c'est aussi une opportunité pour nous de valoriser et de peut-être améliorer le rang à laquelle Madagascar se situe actuellement par rapport à bonne gouvernance et le respect des éthiques. Je pense qu'il est aussi important de discuter aujourd'hui, on a parlé des risques économiques, des risques sociaux, des risques environnementaux, mais je voudrais vous poser aux intervenants, en fait, qu'est-ce que vous pensez aussi du risque réputationnel? Comment est-ce que cela se passe? Et puis, on a beaucoup parlé du fait que les entreprises doivent communiquer, engager avec les parties prenantes, mais on peut aussi constater que cette communication peut aussi donc arriver une sorte de dérive qui peut éventuellement arriver au fait que l'on communique
pas sur ce qui existe vraiment ou ce qui se fait exactement. Donc ça aussi, c'est un risque important qui peut peut-être aujourd'hui servir l'intérêt de l'entreprise, mais qui au final pourrait aussi donc être contre elle. Donc je voudrais vous poser cette question, peut-être, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Qu'est-ce que vous pensez de risque de dérive en termes de communication RSE? Bon, les entreprises, je parle toujours des entreprises puisque c'est là que je m'y connais un peu. Les entreprises, dans la pratique de la RSE, doivent faire un rapport et ce rapport, normalement, il doit être intégré dans ce qu'on appelle le rapport de développement durable au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que la responsabilité sociale des entreprises, c'est la contribution des organismes non étatiques, y compris les entreprises, dans le développement durable. Avant, le problème de développement durable, c'était une affaire de l'État. Maintenant, pour différentes raisons que je ne vais pas développer, mais donc l'entreprise, par exemple, va contribuer à travers l'application de ces normes. Et il est très intéressant que ces entreprises fassent également des communications sur les résultats qu'ils ont pu atteindre dans la mise en œuvre du développement durable. Donc on a maintenant les ODD. Si vous regardez par exemple cette affaire de corruption, eh bien c'est dans les objectifs 16 et on voit là-dedans comment est-ce que ça marche. Et donc les entreprises qui pratiquent également donc la lutte contre la corruption, ils vont avoir des résultats par exemple dans ce domaine-là. Le niveau de réputation peut donc varier aussi bien au niveau, disons, local, mais avec les moyens que nous disposons actuellement, surtout avec les réseaux sociaux, etc., ça va très très vite. Et une multinationale peut, en quelques secondes, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, être, disons, suivi par des millions et des millions de gens sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un risque très important sur lesquels les entreprises font très 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 attention, surtout les multinationales qui travaillent dans les pays en développement. Ça c'est sûr. Mais donc c'est une des raisons, c'est un des avantages d'avoir une bonne réputation quand on pratique la RSE, mais c'est un des grands inconvénients aussi lorsqu'on agit mal du point de vue éthique. Donc voilà peut-être quelques éléments de réponse. Peut-être juste pour compléter cette partie impact réputationnel aussi, je pense qu'un des premiers points sur lequel l'entreprise impacte par rapport à son éthique et sa bonne gouvernance, c'est au niveau de ses employés directs et ses sous-traitants premièrement. Le fait d'avoir une mauvaise réputation, le fait d'avoir une image négative, que ça soit par rapport aux droits humains, par rapport aux impacts environnementaux, etc. Le premier impacté, c'est les employés. Les employés, ils n'auront pas la fierté de travailler pour l'entreprise. Et comme le disait M. Rakotoudjebe ce matin, les employés, ils vont travailler, ils vont faire ce que vous leur demandez, ils vont attendre le salaire du fin de mois, mais il n'y a aucune fierté, aucune appropriation de ce que l'entreprise est en train de faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est un impact réputationnel direct pour une entreprise qui se veut être citoyen ou mener donc les démarches pour la bonne gouvernance. Un deuxième point aussi, c'est au niveau donc la licence sociale, on dit. C'est un terme qui est beaucoup utilisé actuellement. La réputation de l'entreprise par rapport à ce qui est effectué au niveau de sa communauté lui donne
légitimement, pas forcément légalement, puisque la partie légale, c'est des démarches autres, lui donne, oui ou non, la possibilité d'opérer dans de bonnes situations au niveau de leur communauté d'assises. Merci. Par rapport à cette question, je ne suis pas économiste, mais je vais quand même m'exprimer là-dessus, c'est-à-dire que je pense que les entreprises ont le devoir de redevabilité, elles communiquent et elles doivent informer aussi leurs clients, le public. Les entreprises font de la publicité. Ce sont des informations que les entreprises contrôlent. Les entreprises ne contrôlent pas leur réputation. Leur réputation, c'est ce que leurs actions ont comme impact auprès de leurs clients et du public. Nous voyons par exemple, nos amis panélistes l'ont mentionné tout à l'heure, qu'on vit dans un monde de communication et l'information va très vite. Pour aller passer les vacances au bord de la mer, nous visitons Trivago ou les sites de conseils pour les hôtels et autres. Et on voit les commentaires que nous, simples utilisateurs, mettons dans chaque site concernant les hôtels. Et vous remarquerez que ça impacte gravement sur la réputation de ces hôtels et de ces restaurants, quand bien même ils respectent toutes les normes d'éthique, quand bien même ils respectent tous les textes et les procédures qui incombent à leur profession. Donc, je pense que c'est un risque réel pour les entreprises dû à ce contexte nouveau que nous vivons, c'est-à-dire la mondialisation de l'information, cet aspect rapide de information et de désinformation inhérente à la vie numérique que nous vivons actuellement. Merci. Merci pour ces explications. Je pense qu'il est temps aussi qu'on laisse la parole à nos parties prenantes qui sont dans la salle. Donc on va maintenant vous donner la parole pour les questions que vous voudriez. Bonjour à tous. Professeur Taïn, enseignant à l'Université de Rennes en France, professeur pluridisciplinaire, interdisciplinaire, j'enseigne l'économie, la mondialisation, globalisation, financiarisée. Je vais revenir tout à l'heure parce que c'est plus violent que ce que vous avez déjà bien évoqué tout à l'heure, ce qui nous arrive, et ça va s'aggraver. Je trouve également que j'enseigne les grandes disciplines de gestion. J'enseigne aussi les stratégies de développement et en même temps le droit et les institutions et la systémique sur les développements, je l'ai dit tout à l'heure, parce que tout ça c'est lié en fait. Hein. Tout ça c'est lié. Alors, je précise qu'on restera au stade de l'émotion parce qu'on n'arrivera jamais à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, gouvernance d'entreprise, RSE et problème de corruption, si on n'a pas une vision pertinente, je dis bien de la violence de la réalité qui nous emporte déjà en ce moment. Alors, je vous laisserai ce document tout à l'heure pour ne pas trop prendre du temps, c'est-à-dire de l'analyse diagnostique et les problématiques, encore une fois, violentes qui nous emportent déjà, et les solutions, parce qu'on ne peut pas rester au niveau de l'émotion pour dire « Ah, il y a des problèmes sur cet aspect, juste l'entrepreneuriat ou ainsi de suite ». Alors, je vais juste préciser donc, s'il y a des associations d'étudiants, vous pouvez venir me voir tout à l'heure, je vous laisserai aussi un exemplaire, que, en fait, les vrais problèmes de la corruption ne commence pas à Madagascar, ça commence au niveau de la mondialisation, globalisation financiarisée. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mondialisation, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de droit international crédible. 3 pays se prononcent comme communauté internationale, vous avez entendu parler de communauté internationale, les États-Unis, l'Angleterre et la France. En face, il y a la Chine et la Russie, mais les 3 pays n'apprécient pas trop ces 2 autres. Et donc, c'est à partir de là, je l'ai présenté là-dedans, que se présente donc la casse de Madagascar, encore une fois. C'est une stratégie mondiale, bien calculée en 11 étapes. Et je mets là-dedans aussi 9 étapes de solution. Donc voilà le principe, encore une fois, lorsque vous parlez de corruption, comment voulez-vous que Madagascar s'en sorte si on n'enseigne pas à Madagascar, encore une fois, des vrais problèmes de l'arrivée de la mondialisation, même à l'université, même à l'académie, j'ai dû intervenir là-dedans, comme quoi ce qu'on appelle la financiarisation, j'en profite pour vous le dire, la mondialisation globalisée financiarisée, c'est-à-dire ce qui intéresse les banques étrangères qu'on a à Madagascar et les multinationales, c'est de piller le plus massivement possible et plus rapidement possible dans un monde sans gouvernance.
le programme que nous enseignons en France se termine comme ça, comme quoi il est urgent de faire un modèle de gouvernance parce qu'il n'y en a pas. Et je vous précise également comment voulez-vous avoir à Madagascar, je dis bien, la résolution de la corruption lorsque même l'élection présidentielle commence par le financement occulte. Et donc, à partir de là, celui qui devrait incarner l'état de droit n'est plus crédible pour, je dis bien, atteindre un état de droit. Et c'est comme ça que donc on a la casse du système de l'environnement juridique. Et quand l'environnement juridique est cassé, j'étais allé à côté lorsque son avait PNUD veut forcer Madagascar à l'arbitrage, c'est-à-dire que vous et moi, nous n'allons plus connaître des vrais scandales à Madagascar, mais ce sont des arbitres payés. C'est une privatisation de la justice, et je n'ai même pas vu d'étudiants de droit là-dedans, des professeurs de droit, mais c'est ça qui nous arrive déjà. Et donc, lorsqu'on a la casse de la justice, on aura la casse de l'économie, et comme on enseigne mal, je le dis parce que bon, moi-même, je fais partie de ceux qui vont rénover le système éducatif à Madagascar, comme on n'enseigne pas l'entrepreneuriat, le patriotisme économique, et ce qu'on appelle le patriotisme d'entreprise, ben vous n'aurez jamais une vision, je dis bien, pertinente de ce qu'on appelle gouvernance d'entreprise et RSE. Et à partir de là, je termine. Merci beaucoup, on va bientôt terminer. Voilà, je termine. Donc la casse de l'économie, la casse du système éducatif, la casse, je dis bien, même de notre religion, la casse de ce qu'on appelle Tartia Malagas, tout ça c'est calculé. Et donc si on n'intègre pas une vision d'ensemble, on ne s'en sortira jamais. Donc je vous laisserai ce document tout à l'heure, comme ça je ne prends pas trop de temps. Merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir soulevé, je pense que c'est une autre problématique qui a été soulevée, et puis j'espère que dans le livre que vous allez nous laisser, il y aura des solutions à ces problèmes. Quelqu'un d'autre dans la salle? Oui. Esther, étudiante de l'Université de la Marie. J'ai une question pour M. Rakoutoumazak. Selon vous, les pertes des intérêts, la suspension des activités des investisseurs représente un réel danger que la dégradation de l'environnement et la corruption. Et pour M. Razavmandi, au lieu de sensibiliser les opérateurs et les entreprises que la corruption entraîne l'économie nationale et le développement, ce n'est pas à l'État d'améliorer ces prestations de services qui contraignent les entreprises et les opérateurs à recourir à la corruption. Je pense, ce que j'ai compris de la question, est-ce que le fait d'arrêter les activités, c'est encore plus néfaste que de faire des activités qui vont dégrader l'environnement? Est-ce que c'est bien votre question? Mais donc, en tout cas, il ne faut pas partir de cette idée de tout arrêter. Ça, c'est pas bon du tout. Et ça, c'est un des grands problèmes que nous avons aussi ici. C'est que donc, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit, on ferme tout. Ce qu'il faut, c'est de mettre en place des mécanismes, à mon avis, qui permettent de faire une exploitation optimisée et rationnelle de toutes ces ressources-là, mais pas de dire on ferme tout, on n'utilise plus rien. À ce moment-là, comment on va se développer? Ça va être difficile. Donc, à mon avis, il faut, parce qu'on parle de développement durable, il faut développer les activités tout en tenant compte donc de l'utilisation optimale de ces ressources. Et le fait de tout arrêter, ça ne va pas résoudre parce que ça va créer d'autres difficultés. On n'aura plus de travail, on n'aura plus rien du tout. Donc ce n'est pas du tout la bonne solution. Merci beaucoup pour la question. Au lieu de... En fait, j'aime beaucoup la question parce qu'elle me permet d'aborder un sujet que j'ai dû occulter tout à l'heure parce que le temps était très limité, ce qui m'a obligé d'ailleurs à un peu galoper dans la présentation. Mais il faut savoir que lutter contre la corruption, c'est éduquer, prévenir et réprimer. Donc,
dans l'éducation, aussi bien Bianco que toutes les autres entités de lutte contre la corruption à Madagascar éduquent les effets néfastes de la corruption, incitent les gens à dénoncer, à se mobiliser pour refuser la corruption. Donc ça, nous ne le faisons pas uniquement ici, on le fait tous les jours et on a des dizaines d'éducateurs à travers tout Madagascar, incitant donc le public à s'engager plus activement dans la lutte contre la corruption. Ça, c'est la première partie de la mission de lutte contre la corruption. Deuxième partie, prévention. Comment faire en sorte que toutes les procédures que vous invoquiez puissent être contrôlées et puissent réduire, donc dans la procédure même, réduire les opportunités et les risques de corruption. Si on demande un permis de conduire, comment faire en sorte que les procédures permettent aux usagers d'avoir le permis de conduire sans recourir à la corruption et sans payer un petit dessous de table. Donc ça, c'est la prévention, ce que nous faisons également dans les concours administratifs, et nous sécurisons chaque année une vingtaine de concours administratifs, c'est faire en sorte que tous les jeunes malgaches, comme vous êtes, comme nous sommes, puissions réussir à ces concours sans payer, sans connaître quelqu'un. Donc c'est ça la prévention, et c'est aussi un défi très, très grand à Madagascar, parce que, comme vous le savez, on est encore très loin d'atteindre cet objectif de faire réussir uniquement ceux qui méritent de réussir dans ces concours-là. Troisièmement, la répression. C'est-à-dire que quand on est en présence d'un fait de corruption, que ce soit dans le secteur privé ou ailleurs, on réprime, on n'éduque plus, on ne prévient plus, mais on réprime directement. Et c'est pour ça que j'ai noté tout à l'heure l'importance de la mise en place du pôle anticorruption, qui est une juridiction indépendante qui va donc juger les corrompus sans recevoir ni attendre d'ordre de n'importe quel dirigeant politique ou autre. Voilà. Donc je tenais à préciser ça. Deuxièmement, nous avons partagé ce petit document, cette brochure, je pense que vous l'avez entre vos mains, et vous verrez dans ce document qu'il y a 3 objectifs de la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption. Et parmi ces objectifs stratégiques, vous direz le renforcement de l'état de droit de manière à disposer d'un État capable de répondre aux aspirations de justice des citoyens. Ensuite, il y a créer des conditions d'émergence d'un développement économique. Et enfin, susciter l'émergence d'un leadership national fort. Donc, vous voyez par là que la lutte contre la corruption concerne tout le monde, et tout le monde doit s'impliquer dans cette lutte-là, sinon on n'arrivera pas à de résultats vraiment qui puissent vraiment faire développer notre pays. Et là, je rejoins ce que notre professeur tout à l'heure, qui a pris la parole, a dit tout à l'heure. Merci. Une autre série de questions. Je m'appelle RSE de la 15 et je vous félicite pour l'événement qui est très enrichissant. Et ma question en fait tourne autour du risque réputationnel que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc ce qui m'intéresse en fait c'est que pensez-vous en fait des entreprises qui font de la RSE juste pour le greenwashing ou l'éco-blanchiment comme on dit, puisque comme nous le savons il y a 2 types de RSE, celle qu'on voit et celle qu'on ne voit pas. Et c'est celle qu'on ne voit pas et qui est vraiment inscrite dans l'ADN, c'est celui-là qui compte. Et pourtant, ce que nous voyons, est-ce que c'est vraiment ça la RSE? Qu'en est-il de ce type de RSE à Madagascar? Et voilà, merci. Oui, peut-être petite anecdote que je raconte souvent. J'ai visité un pays où il y a des monuments énormes qui sont bâtis. Et lorsqu'on pose la question, qui sont les gens qui ont bâti ces monuments? La réponse est, ce sont les gens qui ont gagné de l'argent avec la corruption. Voilà. Ce sont donc, pour se faire bonne conscience, ils vont faire des actions, comme vous dites, pour laver un peu leur péché, disons, si on parle en termes religieux. Et donc, ce que je peux souligner, c'est que lorsqu'on fait de la RSE, lorsqu'on lutte contre la corruption, on ne cherche pas seulement à identifier comment on utilise l'argent, on cherche aussi à identifier comment on a gagné cet argent-là. Et donc actuellement, par exemple, même pendant
disons, ces périodes préélectorales, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur d'où vient tout cet argent. Parce que RSE, c'est comment on a gagné l'argent, c'est pas seulement comment on l'utilise. Parce que je peux vous dire qu'il y a, par exemple, beaucoup de gens qui ont travaillé dans le cocaïne en Haïti et en Colombie, qui font des actions tout à fait louables en matière d'éducation, en matière de protection de l'environnement, tout. Ils font beaucoup de choses, mais ils ont gagné l'argent avec la cocaïne. Voilà. Donc, il faut voir les deux côtés. Comment ils gagnent l'argent et comment ils utilisent leur argent. C'était un débat qu'on a commencé à la première édition, un long débat, et ceux qui ont participé à la première édition de ce salon s'en souviennent sûrement, sur qu'est-ce que la RSE. Moi, je ne parlerai pas de la RSE, je ne parlerai pas de la responsabilité sociétale d'entreprise pour répondre à votre question sur le greenwashing ou le bluewashing ou le whitewashing, peu importe comment on va l'appeler. Ce qui est important, c'est qu'on puisse comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que l'organisateur a démarré, je pense, ce salon, c'est pour qu'on puisse clarifier ce qu'on veut faire dans le cadre des responsabilités des entreprises, du citoyen, de la société civile et de l'État par rapport à l'atteinte des objectifs du développement durable. Certains utilisent RSE, certains utilisent développement durable, certains utilisent licence d'opérer, etc. Mais c'est quoi l'objectif de l'entreprise quand il mène ses actions? C'est de pouvoir mener normalement son activité sans avoir à... je retournerai peut-être une autre manière de mener correctement la conduite des affaires de l'entreprise en tenant compte des aspirations locales, en tenant compte des problématiques environnementales et probablement en tenant compte des problématiques des parties prenantes clés qui sont les employés ou les parties sous-traitants et fournisseurs. Si c'est réellement de la RSE, il y a eu consultation et analyse de ces points au niveau des communautés ou des parties prenantes clés. Si c'est pour l'image, la réputation, c'est de la publicité. Ça, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. Je ferai vraiment la part de choses entre responsabilité sociétale qui fait partie d'une stratégie, d'une réflexion, d'une analyse des impacts que l'entreprise génère au niveau de la communauté. Ça, c'est autre chose. Ce que font beaucoup d'entreprises aussi, c'est du sponsoring, c'est de la publicité. Et là, il n'y a aucun mal à escompter une visibilité juste pour l'entreprise, à escompter la reconnaissance d'un petit groupe de personnes ou un groupe d'individus par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et je vous invite à aller au niveau des stands pour récupérer le guide d'orientation RSE où pas mal de questions étaient soulevées et relatées dans ce guide d'orientation. Merci Mira. Je pense que si je peux quand même ajouter, je ne suis pas intervenante, mais je voudrais quand même ajouter un peu à ces réponses, c'est que, comme l'a dit Mira tout à l'heure, ça vient en fait peut-être du fait qu'à Madagascar, la définition même de la RSE est encore assez floue. Chacun la définit à sa façon, comme ça l'arrange. Donc ce qui fait que peut-être on communique parce que c'est ce que l'entreprise pense que c'est l'attente de la communauté, alors que la communauté elle-même ou le public ou ses clients ne savent peut-être pas vraiment que c'est vraiment la démarche RSE. Ça peut être juste du mécénat, du sponsoring ou encore des actions sociales ici et là, philanthropiques. Donc c'est un peu le mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui l'opinion publique n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'est vraiment la RSE qui est intégrée dans la démarche, dans l'ADN de l'entreprise, comme on le dit, et la RSE qui est un peu marketing, qui est un peu communication, qui donc prête un peu à confusion, mais je pense que la question est très bien fondée, mais on est encore dans cette phase où il faut vraiment éclaircir ce qu'on appelle la démarche RSE, malheureusement. Peut-être on est encore là aujourd'hui.
Je m'appelle Ademaïe et je travaille au sein du ministère de la fonction publique. Ma question concerne la corruption et j'aimerais avoir l'avis de notre représentant au sein de Bianco. Plusieurs juristes affirment que la définition de la corruption dans le code pénal malgache est lacunaire. Et je ne sais pas si notre représentant de Bianco partage ce même avis, puisque plusieurs domaines de l'infraction concernant la corruption n'est pas traité par notre droit positif. Et j'aimerais savoir, est-ce que actuellement le Bianco a un projet sur l'adoption d'une nouvelle loi qui nous définisse clairement qu'est-ce qu'on entend par corruption, qui traite des thèmes comme co-auteur et complice, commencement d'exécution de la corruption, plusieurs points qu'il faut soulever si on veut vraiment introduire une politique viable pour lutter contre la corruption. Je vous remercie. Et on a adopté la loi 2004-030. Dans cette loi-là, il y avait une vingtaine d'infractions de corruption. Et on a donc appliqué cette loi de 2004 à 2015. Et on a vu des insuffisances, des problèmes suscités par l'application de cette loi-là. Et, par exemple, pour être très concret, quand on va dans un service public et qu'on se fait injustement dépasser alors qu'on est dans une queue qu'on est là, par exemple, à la pairie générale à Tanarine depuis 5 h du matin et qu'il y a un monsieur qui arrive à 9 h et qui dépasse tout le monde. Avant, on recevait des doléances de ce genre-là et ce n'était pas de la corruption. Et on a inscrit cette infraction-là en tant que favoritisme dans la nouvelle loi. Quand on dit donc que la loi 2016-020 sur la lutte contre la corruption ne recouvre pas tous les aspects de la corruption, c'est faux. Parce que c'est à partir de l'expérience qu'on a eue de 2004 à 2015 qu'on a élaboré cette loi-là. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une trentaine de manifestations de la corruption dans cette loi-là. Et je suis magistrat, et j'étais magistrat avant d'être au Bianco, donc je suis en détachement, mais je peux vous dire et vous certifier que la loi 2016-020, et comme nos amis ont dit tout à l'heure, on a d'excellentes lois. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est l'application. Donc je peux vous certifier, comme je dis, que cette loi-là, elle est impeccable. Et d'ailleurs, nous sommes évalués. Je suis également membre du groupe d'experts national contre la corruption de l'ONU-DC. Et notre loi malgache est parmi les meilleures en Afrique. Donc ne vous inquiétez pas sur cet aspect-là. Le vrai problème, c'est comment faire en sorte qu'elle se fasse appliquer et respectée par tous les acteurs dans nous. Nous, on essaie de l'appliquer. Par exemple, dans cette loi-là, il est dit que toute personne est susceptible d'être enquêtée. Quand on commence à convoquer des députés, il y a des réticences. Mais la loi dit qu'on peut convoquer un député et l'enquêter et même l'arrêter. Donc là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Parce que si on arrête un député, on dit qu'on fait de la politique. Cette loi-là aussi dit qu'on peut même convoquer même un président, même un premier ministre. Si on le fait, on dit qu'on fait de la politique. Mais cette loi-là, en tout cas, elle nous donne tous les pouvoirs pour mettre un frein définitivement à la corruption en Madagascar. Maintenant, il s'agit de volonté politique. Et quand je dis volonté politique, je ne parle pas de la volonté d'une personne, mais de la volonté de chaque acteur à vraiment aller de l'avant. Et c'est là le problème. Maintenant, la définition globale de la corruption, c'est l'abus d'un pouvoir ou d'un poste, d'un mandat, pour en tirer un profit individuel. Et toutes les manifestations de la corruption, parmi les 30 infractions que je vous ai dit tout à l'heure, va ou converge dans ce sens-là l'abus. C'est-à-dire, si on voit par exemple un cadeau illicite, une société donne à un directeur général des douanes une somme conséquente pour s'exonérer du paiement des douanes pendant un certain temps, ben, c'est un cadeau illicite, c'est une corruption. Qui fait l'abus? C'est le DG des douanes. Et souvent, nous, on voit le responsable public, mais le responsable public ne peut jamais faire de la corruption seul. C'est pour ça que, et je reviens à la question de notre jeune étudiant tout à l'heure, c'est très important de sensibiliser le public, le citoyen, les usagers des services publics et le secteur privé. Je vous remercie.
on a quand même soulevé plusieurs questions qui méritent d'être développées pour le futur. Et je vais laisser donc à nous tous le temps de réfléchir et de revenir sur le fait que lutter contre la corruption, lutter contre les mauvaises gouvernances, la mauvaise pratique, c'est de la responsabilité de tous et que ce n'est pas uniquement à l'État, ce n'est pas uniquement au secteur privé, mais ça revient à nous tous au final. Merci d'avoir suivi donc cette conférence et nous vous invitons à revenir à 13h30 pour une autre conférence qui va cette fois-ci 15h30. J'ai un peu de décalage apparemment. Donc cette fois-ci, on aura la chance de discuter avec les différents investisseurs et quelles seraient leurs exigences aussi en termes de bonne gouvernance pour les entreprises qui recherchent des financements ou qui investissent dans des projets à impact sociétal. Merci à tous. Bon après-midi.